est tous ici réunis, c'est parce qu'on a cet objectif commun de pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus productif et beaucoup plus intéressant pour l'agriculture en Afrique, de façon générale. Et donc, à notre niveau, à notre humble niveau, nous allons ensemble travailler à donner la parole aux agriculteurs. Je me présente, je suis Manakan Ouattara, je suis communicatrice et j'aurai la tâche de rester avec vous pendant tout ce temps pour qu'on puisse partager un moment d'écoute et d'échange d'informations sur, on va dire, l'agriculture en termes de développement durable. Donc, je serai avec quelques agriculteurs qui vont se présenter, chacun à son tour, et qui vont nous permettre de pouvoir développer une réflexion sur le sujet. Il faut savoir que cet événement-là est organisé par Durabilis & Co, qui est une structure innovante qui a été fondée par Madame Muriel Bitom. Alors, c'est une jeune entrepreneure gabonaise très ambitieuse. Elle est spécialisée dans la donnée, en tout cas depuis quelques années, sachant qu'elle a déjà été dans la communication et la responsabilité sociétale des entreprises. En tout cas, c'est son cheval de bataille depuis quelques années. Et elle a pour ambition de devenir une référence en matière de données souveraines africaines, conçues par et pour les Africains. Ça, c'est très important. Alors, elle est présente aujourd'hui en France, au Bénin et au Gabon. Et l'entreprise développe des solutions à forte valeur ajoutée. Donc, avec au cœur de son action, la donnée et le développement durable. Donc, en début d'année 2025, Durabilis & Co a lancé durabilis.co. C'est une plateforme de data intelligence. Donc, c'est un outil stratégique qui permet d'éclairer la prise de décision grâce à des analyses multisectorielles, donc en lien avec les grands enjeux de durabilité. Donc, dans cette vision, la plateforme intègre plusieurs services, dont Companion, qui est un outil conçu pour accompagner les agriculteurs dans la gestion de leurs activités. Il leur permettra de mieux anticiper, comprendre et piloter leur travail. Donc, on est en plein dans le cœur du sujet, tout en optimisant leur rendement à long terme. Alors, en marge de la COP30, nous organisons donc ce webinaire qui est dédié à vous donner la parole, à vous les agriculteurs, sachant que vous êtes les premiers acteurs du secteur, donc c'est vous qui pouvez nous dire exactement ce qu'il en est, ce qui peut être fait, ce qui est déjà fait. Donc, nous vous remercions, en tout cas Durabilis, et par ma voix, souhaite remercier chaleureusement son partenaire Digital Cab, qui est une entreprise béninoise engagée pour sa contribution active à la mise en place de ce webinaire. Également pour son engagement aux côtés de Durabilis, dans la souveraineté des données et du développement durable de l'Afrique. Donc, je vais là commencer par introduire nos invités qui aujourd'hui vont partager la parole, vont essayer de nous éclairer un peu plus sur quelques questions qui nous tiennent à cœur, espérant que ce sera édifiant pour chacun de nous. Donc, on a Monsieur Safou Désiré, je vais vous laisser vous présenter. Alors, il est dans l'agriculture et le maraîchage au Gabon. Donc, je vais vous laisser vous présenter, Monsieur Safou, s'il vous plaît. Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je voudrais remercier effectivement l'équipe de Durabilis & Co pour vraiment cette occasion qui nous est offerte. Et il ne nous arrive pas souvent justement de discuter entre agriculteurs. Et je remercie vraiment cette opportunité-là qui nous permettra durant ces quelques instants évidemment d'échanger avec les uns et les autres. Donc, je suis donc Désiré Safou. Je suis ancien cadre dans le secteur pétrolier, reconverti dans le secteur agricole depuis pratiquement 7 ans maintenant. Alors, je suis le président d'une ONG appelée les potagers bioécoliers du monde. C'est une ONG qui œuvre donc pour le retour à la terre dans les établissements scolaires, primaires et secondaires. Donc, nous mettons en place des fermes pédagogiques
dans le but d'initier, de réapprendre aux enfants l'agriculture biologique, voilà, l'agriculture durable. Et également, donc, nous sommes dans la protection de l'environnement. À côté de ça, je vais juste chuter par là. À côté de ça, je suis donc le président du collectif des agripreneurs de la province de l'Ogooué-Maritime, précisément à Port-Gentil. Donc, depuis 2 ans, nous mettons en place une foire, on a appelé foire commerciale, qui met en avant justement le savoir-faire local, donc tout ce qui est producteurs, éleveurs, pêcheurs, ainsi de suite. Donc, nous sommes à notre 2e édition. Nous entamerons la 3e édition au mois de juillet 2026. Merci. Merci, M. Safou, pour cette présentation. On voit qu'en tout cas, avec votre expertise, on pourra explorer le sujet en long et en large. Hein. On a également, je pense l'avoir vu dans le direct, Mme Kinigbe Marthe, qui est également une agricultrice. Donc, si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Moi, c'est Kinigbe Marthe et je suis la directrice et la fondatrice de l'entreprise Agro-Ecopower. Agro-Ecopower, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la production agroécologique des cultures maraîchères, avec un accent particulier sur la production du piment long, la variété Sony et les plantes aromatiques. Depuis 3 ans, nous formons les agriculteurs et les agricultrices sur les bonnes pratiques agroécologiques. Actuellement, nous sommes sur un état où on produit les cultures maraîchères. Notre rêve, notre mission, c'est d'être une référence en matière d'agroécologie au Bénin. Merci beaucoup. Merci, Mme Kinigbe. On a également à Krombessi François d'Assise. Je vais essayer de dire tout le nom sans l'écorcher. Indénique aussi, du Bénin, qui est également un agriculteur. Est-ce qu'il est avec nous? Je suis avec vous. Je m'appelle François Krombessi. Je suis technicien agricole. Je fais la production des produits maraîchers, le grand champ également. Nous faisons ici aussi les plants forestiers et une partie de la production animale. Nous accompagnons les projets dans la réalisation à la reconstruction des terres qui sont dégradées. Nous leur fournissons des plans, semences nécessaires qu'il faut pour que les sols prennent encore vie, pour que les agriculteurs puissent jouir. Voilà de façon ramassée ce que nous faisons ici. Merci bien. Merci. Donc, je vois qu'on a un peu de tout. On a de l'agriculture, l'élevage un peu. Donc, on a également avec nous M. Zanou. Est-ce qu'il est là, M. Zanou? Oui, M. Zanou est là. Ah. Salut. Donc, M. Zanou est là. D'accord. Je vous invite à vous présenter, M. Zanou, brièvement, s'il vous plaît. Salut à tous et à toutes. Je vous remercie de m'avoir accordé cette chance d'être avec vous ce soir. Je réponds au nom de Philippe Zanou. Après, je suis pisciculteur. Je produis du tilapia. Je suis le président communal des pisciculteurs de la commune des Agégués. Cette commune est dans la basse vallée de l'Ouémé, précisément Agégué au Bénin. Je suis très ravi de discuter ce soir avec vous sur les défis du changement climatique dans la basse vallée de l'Ouémé et de partager mes connaissances et mes expériences avec vous. Merci encore pour l'opportunité. Merci à vous. Merci. Alors, on a, je pense également Madame Awoku, si je ne m'abuse. Alors, on a également Monsieur Jean-Paulin Bécalé. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis Bécalé Bondonzieu Jean-Paulin, agripreneur, président de la coopérative Young Foundation, qui est un centre agroécologique innovant. Nous sommes basés en tout, en Zamaligué. Je vous remercie. Merci à tous, en tout cas, encore une fois, d'être présents avec nous. Donc, comme on le disait, aujourd'hui, ce jour-là, on le dédie à la parole des agriculteurs. On a besoin de savoir, nous, à notre niveau, et pour informer le monde, ce qu'il en est du secteur en matière d'agriculture et de développement durable, les réalités que vous rencontrez, sachant que la plupart du temps, on a des interventions sur le sujet, mais pas souvent de la part des agriculteurs, alors que vous êtes le cœur de cible. Et donc, ce n'est que normal que vous puissiez, à ce juste titre, pouvoir vous exprimer sur le sujet.
Donc, on va commencer, on va progresser petit à petit. Dans cette première partie, on va déjà échanger sur le climat et tout ce qui est production. Tatiana Awoku. Je suis la promotrice de l'entreprise Tenicoa Plus. Nous sommes spécialisés dans la production des plants forestiers, le maraîchage, les intrants organiques et le levage. Nous sommes basés au Bénin, précisément à Dassa-Zoumé. Notre vision est de contribuer à la sécurité alimentaire, à la restauration des sols et à la préservation de l'environnement à travers des solutions agricoles, écologiques, économiques et durables. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Donc, on va commencer. On va déjà aller, comme je disais, sur le premier sujet, climat et production. Donc, on va passer au début. Donc, je demandais dans votre activité, donc au niveau de vos activités, de votre réalité, quels sont les changements climatiques que vous avez pu observer le plus clairement sur votre exploitation aujourd'hui et aussi comment ils se traduisent sur vos saisons, sur vos rendements également et sur vos élevages. On va passer la parole à chacun au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà qui veut nous donner son point de vue sur la question? Par exemple, Madame Tatiana, concernant les changements climatiques. Est-ce que vous avez pu observer, en tout cas dans la réalité que vous avez au quotidien sur votre exploitation et comment cela se traduit? D'accord, merci beaucoup. Sur mon exploitation, par exemple, les changements climatiques que j'observe le plus clairement sont principalement liés à la hausse des températures, à la variabilité des pluies et à la modification du calendrier des saisons. D'abord, les périodes de chaleur sont plus longues et plus intenses qu'avant. Donc, cela affecte directement mes élevages, notamment les poulets qui deviennent plus en plus au stress thermique. On note des baisses de consommation d'aliments, une croissance plus lente et parfois une augmentation de mortalité si les conditions de ventilation ne sont pas renforcées. Pour les lapins, par exemple, la chaleur les perturbe et puis ça agit sur leur manière de produire. Et le taux de portée, on constate à cause du changement que ça baisse. Au niveau de notre calendrier, nous sommes obligés alors de le revoir. Donc je disais, quand vous dites que vous êtes obligé de revoir votre calendrier, vous êtes obligé de vous adapter et de changer votre rythme de production. Est-ce que ça a un impact financier aussi? Si, ça a un impact financier parce que déjà, il faut rechanger les choses et là, on est obligé de faire plus sortir d'argent pour pouvoir acquérir, pour pouvoir être en mesure de faire face aux besoins, aux trucs à acheter et gérer avec les animaux. Donc, ça a un impact direct, on va dire, sur vos activités. Hein. Et également, Monsieur Safou, vous êtes plutôt dans l'agriculture et le maraîchage. Oui, tout à fait. Exactement. Alors, nous, il faut dire qu'à Port-Gentil, au Gabon, il pleut 9 mois sur 12. Hein. Et donc, ce que nous avons constaté, c'est que les pluies sont plus abondantes qu'avant. Ça, c'est dans un premier temps. Et systématiquement, nous tombons donc dans des inondations. Et donc, nous essayons de nous adapter en mettant en place des systèmes d'irrigation. Donc, en surélevant la terre pour que, évidemment, les plantes ne soient pas complètement noyées. Ce qui est aussi un peu embêtant, c'est que si vous essayez de surrelever la terre, il y a de l'autre côté la masse d'eau qui ressort, hein, les fortes pluies, pluviométrie, donc qui nécessite également qu'on puisse mettre en place des serres. Et donc du coup, vous pouvez comprendre systématiquement que tout ceci a un impact, au niveau de nos charges, au niveau des récoltes qui ne sont plus les mêmes parce qu'il faut s'adapter et ainsi de suite. Donc voilà un peu grosso modo ce qu'on peut dire sur justement ces changements climatiques auxquels nous sommes souvent confrontés. Donc il y a toujours cette notion d'adaptation parce que ça perturbe, on va dire très fortement, en tout cas, le niveau de productivité, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Le niveau de productibilité, le rendement, donc effectivement, tout à fait, c'est exactement ça. D'accord. Et au niveau de l'élevage de la pisciculture, Monsieur Zanou, quelles sont les réalités que vous pouvez rencontrer à ce niveau-là, concernant les changements climatiques? Oui, concernant les changements climatiques, comme Agégué étant dans la basse vallée de l'Ouémé, il reçoit
pour les eaux provenant du nord, accentuée par l'augmentation précoce et intense des pluies. Ces eaux sont chargées des déchets, des pesticides qui envahissent nos productions, c'est-à-dire avec des eaux polluées, et ça a un impact négatif sur notre pisciculture. C'est-à-dire les poissons sont dans les enclos piscicoles, ne peuvent s'échapper à cette pollution, ce qui entraîne une forte mortalité lors des fortes, quand il y a les fortes crues. Parfois, on s'adapte en levant nos infrastructures, c'est-à-dire faire des enclos élevés. On s'adapte en mettant des enclos, des cages flottantes en place pour pouvoir trouver notre production. En résumé, je peux dire que les inondations ont des impacts très sévères sur la pisciculture et entraînent une baisse significative de nos rendements. Merci à vous. D'accord, donc il y a toujours cette notion d'adaptation comme avec les autres, sachant que Tatiana nous avait parlé de mortalité. Vous connaissez aussi un fort taux de mortalité au niveau de l'élevage, ou c'est plutôt maîtrisé à ce niveau-là? La question est toujours à moi. Non, je demandais, est-ce que, parce que Madame Tatiana nous parlait tantôt, Madame Awoku nous parlait tantôt de taux de mortalité au niveau de l'élevage. Est-ce que à votre niveau également, c'est plus ou moins négligeable, ou c'est une difficulté que vous rencontrez également? C'est une grande difficulté. Quand ça commence, on enregistre beaucoup de mortalité. C'est une mortalité excessive que nous enregistrons dans la production. Madame Kinigbe? Oui. Je vois que vous faites également des fleurs aromatiques en plus, dans l'agriculture de maraîchage. Donc, à votre niveau, est-ce que vous notez de façon significative également des conséquences assez déplorables en fonction des changements climatiques? Oui, mais les collègues ont déjà tout dit. Au Bénin, il y a les pluies qui sont beaucoup plus tardives qu'avant. Et par exemple, cette année, les prix sont venus très tardivement. Il y a la chaleur extrême, l'irrégularité qui perturbe les cycles souvent, les cycles de production souvent. Nous avons au niveau des impacts de ces choses-là, de ces aléas climatiques sur nos productions, on a la levée des semis qui sont irréguliers, le stress hydrique que les plantes supportent, le ravinement des maladies fongiques, bactériennes et autres. Et pour ces choses-là, nous avons adopté des techniques agroécologiques. J'ai dit, tous les impacts négatifs que nous constatons sur nos productions, il y a l'irrégularité des semis. C'est-à-dire, s'il faut planter le maïs en avril, maintenant, on décale. Ça décale parce que les prix viennent très tardivement. Il y a les maladies fongiques, bactériennes que les plantes supportent. Il y a le stress hydrique également que les plantes supportent. Et face à ces impacts négatifs causés par les aléas climatiques, nous avons adopté des techniques agroécologiques. Et j'ai cité quelques-unes. L'irrigation solaire, ce qui nous permet d'avoir l'eau tout le temps sur le site et de faire la production tout le temps. Et nous avons les techniques agroécologiques qui nous permettent de faire face à ces impacts négatifs-là. Même si ce n'est pas tout, on essaye quand même. En tout cas, de ce que je comprends, en plus, c'est pareil comme vous dites, il y a toujours cette notion d'adaptation-là. Et si je demandais aussi à M. Akrombessi et M. Bekale, on aura peut-être les mêmes réponses à peu près. Oui. Nous aurons les mêmes réponses parce que face à cette situation, nous sommes obligés de s'adapter. Voilà, parce que on ne peut pas vivre sans manger. Exactement. Oui, nous avons utilisé des techniques comme le paillage pour pouvoir garder un peu l'humidité. Il y a aussi des techniques que nous avons l'habitude d'utiliser ici à Zapota pour pouvoir conserver de l'eau autour des orangers ici aussi, parce que nous faisons des pleines lunes, des demi-lunes pour pouvoir retenir l'eau et aussi plein d'autres choses que nous avons l'habitude de faire. Parce que la mauvaise répartition
aussi nous a causé beaucoup de problèmes, de dommages. À un moment donné, il y a des inondations chez nous ici, à Zapota, où l'eau détruit pratiquement la production. Face à cette situation, nous avons l'habitude de faire des labours perpendiculaires pour pouvoir empêcher l'eau de traverser, d'emporter toutes les réserves qui sont sur la terre, aussi endommager la production. Donc, il y a assez de techniques que nous avons utilisées pour pouvoir essayer de contrecarrer un peu le changement climatique. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Voilà. D'accord. Donc, concernant ces adaptations-là, de façon, on va dire, pérenne, est-ce que vous pensez que ce sont des éléments qu'on peut continuer à exploiter, ou est-ce qu'il faut aller au-delà de cela? Parce que je pense, comme vous avez tous dit, vous êtes obligés de vous adapter, et chacun de vous a cité plus ou moins quelques adaptations concrètes. Hein. Est-ce que vous pensez que ça fonctionne, ou ce sont juste des solutions provisoires? Bon, ça fait partie des solutions, mais si on peut toutefois améliorer et avoir d'autres solutions, parce que la dame de Dassa a dit quelque chose là qui est très important, qui est aussi innovatrice, l'utilisation de panneaux solaires, j'espère, pour pouvoir avoir de l'eau à tout moment. C'est une bonne chose. Est-ce que si cela peut entrer dans notre vie quotidienne partout, ça sera aussi bon. Donc, on espère encore d'autres innovations qui pourront nous aider à lutter contre ce changement climatique qui nous embête, nous les producteurs. Vous voyez, dans le domaine de l'élevage, l'échauffement, tout ça là, agit sur les animaux, les lapins. Ils n'arrivent plus à entrer en chaleur. Donc, nous souhaitons d'autres solutions nécessaires pour pouvoir quand même continuer à s'adapter. Merci bien. D'accord. Et pareil, Monsieur Bekale, en termes d'adaptation, concrètement, qu'est-ce que vous avez déjà pu mettre en place? Et est-ce que ça marche? Est-ce que c'est provisoire? Est-ce que vous avez des idées en plus pour pouvoir vous permettre de pouvoir aller vers une productivité beaucoup plus efficace? En ce qui concerne l'adaptation, les adaptations que nous pratiquons sont des adaptations provisoires, compte tenu qu'on est souvent buté par des moyens, voilà, qui nécessitent beaucoup des infrastructures, parce que certaines données ne sont pas prises en compte. Certaines données ne sont pas prises en compte parce que il y a l'un de nos collègues qui a parlé de la chaleur, qui a parlé au niveau des lapins. Par contre, chez nous, ici, nous, on a vécu ça dans notre élevage, mais c'était par contre la fraîcheur. C'était par contre de la fraîcheur. Quand nous sommes rentrés en saison sèche, on a eu beaucoup de fraîcheur, et ce qui a occasionné des mortalités en cascade. Pour cela, il faut des équipements, il faut des outils qui nous permettent de chauffer la salle que nous avions fait, mais qui est limité, mais qui nous faut des outils un peu plus sophistiqués pour être encore plus productifs. C'est un peu ça. Alors, on va essayer de faire quelque chose de beaucoup plus concret, parce que je vois qu'on nous demande de revenir sur les adaptations. Par exemple, Monsieur Bekale vient juste de donner quelque chose de concret. On va essayer de demander à Madame Awoku, par exemple, est-ce que vous pouvez nous mettre en avant une de vos difficultés et l'adaptation concrète que vous avez mis en place pour pouvoir enfin, je sais qu'il y avait un décalage dans les saisons, mais très concrètement,
nous donner une de vos difficultés et l'adaptation avec laquelle vous avez pu combler cette difficulté-là. Ok, d'accord, madame. Je prends le cas de la chaleur. Au moment où il n'y a pas de pluie et il y a assez de chaleur, où les animaux n'arrivent vraiment pas à supporter cette période de chaleur. Donc là, on est obligé d'améliorer la ventilation. On améliore la ventilation pour pouvoir aérer les bâtiments où les animaux sont. D'accord. Là, on réussit quand même à mieux gérer les fortes chaleurs. Donc, c'est un peu ça. Comme ça, j'ai essayé d'ajouter des ouvertures renforcées pour pouvoir renforcer la circulation de l'air. Et d'utiliser aussi plus souvent des trucs qui essaient quand même de donner de l'air. En fait, j'essaie de positionner aussi des arbres dans les endroits. J'essaie de faire la mise en tête de quelques pieds d'arbres pour pouvoir faciliter aussi l'aération dans les bâtiments. Donc, je pense que c'est un peu ça. Le problème lié aux chaleurs, c'est comme ça, j'ai eu à essayer à apporter quelques solutions. Donc là, très concrètement, bon, concernant la chaleur, vous avez créé des ouvertures, si j'ai bien compris, et également, vous avez initié la plantation de quelques arbres pour créer du rafraîchissement également. Oui. D'accord, merci. Donc, c'est ce que j'ai eu à faire pour pouvoir quand même réduire le stress. Le stress en plus. Les poulets, le lapin. Très vite, je vais demander à chacun. C'est vrai que ça reste insuffisant. Ça reste insuffisant, mais on est rendu quand même. Non, mais comme on dit, c'est une adaptation. Donc, dans tous les cas, c'est sûr qu'il faut aller vers quelque chose de mieux. Vous voyez? Mais pour le moment, je pense que vous faites avec les moyens de bord. Donc, c'est déjà, je pense que, est-ce que déjà vous avez noté une différence avec ces adaptations-là sur justement le stress? Vous me dites que ça améliore le stress au niveau de l'élevage. Donc, quelque part, cette adaptation-là est plus ou moins efficace, de ce que je peux comprendre. Oui. Je fais face quand même à une amélioration. Il faut toujours aller vers l'amélioration dans tous les cas. Très vite, je vais faire le tour pour qu'on fasse le point sur on va dire les problèmes et les adaptations qui doivent aller avec. Donc, Monsieur Zanou, sur l'élevage, très vite, est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, une de vos difficultés concrètes et dire l'adaptation sur laquelle vous êtes allé pour pouvoir pallier cela? Oui, face aux inondations excessives, nos étangs et nos enclos sont immergés des fois pour sauver la production. Nous utilisons les cages-pistes. Les cages-pistes ou bien les cages flottantes adaptées avec les matériels de bord pour pouvoir sauver les poissons, pour pouvoir repêcher les poissons dans ces cages-pistes et ces cages flottantes et déplacer la production dans un autre sens du compte courant pour éviter la mortalité de nos poissons. Donc, en bref, c'est ce que nous faisons comme adaptation pour éviter les mortalités dans les inondations excessives. Merci à vous. Adaptation provisoire, mais efficace, en tout cas pour le moment, en espérant trouver des solutions pérennes. Monsieur Akrombessi, très vite, on va aller aussi dans le même sens. Une de vos difficultés et l'adaptation qui va avec. D'accord. Vous voyez, face à la rareté des pluies, là, ce que nous autres on fait ici, c'est de mettre en place des cultures à courte durée. C'est-à-dire des cultures qui, dans quelques jours, pourront commencer par donner. Comme la lentille verte. Dans 45 jours, on peut toutefois récolter. Donc, ce sont des cultures qui sont adaptées
au changement climatique. Nous mettons en place aussi du manioc qui résiste contre la sécheresse. Et aussi, comme autre moyen, nous utilisons aussi des labours perpendiculaires pour que en cas d'inondation, nos cultures ne soient emportées par l'eau. Et il y a aussi les pleines lunes là que nous faisons pour retenir l'eau autour de nos plantes, c'est-à-dire le verger, les orangers, les manguiers. Et cela nous aide vraiment à ce que les arbres commencent par donner de bons fruits. Les fruits qui sont sur les plants ne tombent plus comme ça à cause de la sécheresse. Voilà, donc nous utilisons ces moyens-là pour pouvoir quand même faire face au changement climatique là. Donc, si j'ai compris, c'est plus dans le choix des cultures que vous faites que vous avez trouvé l'adaptation. Donc, ne pas toujours répéter les mêmes cultures, mais adapter en fonction de ce qui pourrait vraiment donner à ces périodes-là. Voilà. Et aussi, nous avons l'habitude aussi de faire culture sur le temps. C'est-à-dire, on ne met pas tout ce que nous voulons semer là le même jour. C'est-à-dire, nous mettons des intervalles de 2 semaines ou 1 semaine là pour pouvoir mettre en place ces cultures-là. Dans le cas où il y aura une perte pour la culture de cette semaine, ce que nous allons semer la semaine prochaine n'aura pas, ne recevront pas cette sécheresse-là comme ce que nous avions semé aujourd'hui. Donc, on ne sème pas tout le même jour. D'accord, donc ça limite les pertes et ça garantit une certaine productivité. Voilà. D'accord. C'est ce que nous avons l'habitude de faire pour que nous ayons quand même le dessus de la réalité des pluies. Merci bien. D'accord. Alors, à ce moment-là, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore une difficulté à nous partager avec l'adaptation qui va avec? Je pense qu'on a un peu fait le tour. Là, on va parler d'innovation et de pratique et également de ce qui est très important, la formation. Donc, dans votre domaine, vous avez des besoins en outils, en accompagnement et aussi en formation. Donc, cela pour vous permettre de mieux exploiter vos productions, sachant que dans le climat actuel, dans le contexte actuel, c'est un peu compliqué. Donc, aujourd'hui, concrètement, à votre niveau, avec quels outils et quelles pratiques vous suivez au quotidien dans vos productions? Est-ce que vous avez, par exemple, des outils pour noter, des applications que vous utilisez? Et à ce niveau-là, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? On va commencer par M. Bekale, s'il vous plaît. OK, merci beaucoup. En ce qui concerne les outils que nous utilisons aujourd'hui, il faut dire que nous utilisons 5 carnets qu'on utilise pour élever les données. Voilà. Donc, c'est ce que nous utilisons. Et cela est très, très limité parce que tout simplement, on ne peut pas se balader avec le carnet. Il arrive souvent qu'on est sorti et puis on est très loin au milieu de l'exploitation et puis la pluie a directement pris soudainement et puis le carnet se mouille. Donc, c'est très, très difficile pour nous. Donc, nous avons besoin des outils qui nous permettent de connecter les données. Parce que si on n'arrive pas à connecter les données, ce serait très difficile pour nous de mesurer notre performance. Ce serait très difficile pour nous de savoir réellement si on a été productif et de là d'où nous sommes
en train de partir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a planté. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a produit. Mais est-ce qu'on peut quantifier ça? Est-ce qu'on peut dire qu'on a été productif cette année? Non. En ce qui concerne ce dont il y a les outils qui nous permettent de collecter les données que nous avons besoin, qui est quelque chose de très difficile pour nous, pour travailler de manière efficace et efficiente. Également aussi, c'est au niveau du système d'irrigation. Voilà. Le système d'irrigation nous permettra d'être présent toute l'année et de produire de manière continue. Donc, ça fait partie des difficultés que nous rencontrons quotidiennement. Merci. D'accord. Donc, de ce que je comprends, vous avez la possibilité, en tout cas, de pouvoir noter au quotidien et également le système d'irrigation qui est plutôt innovant vous permet également d'améliorer votre productivité. C'est un système qui a été créé pour et par. Comment, si on peut avoir plus de détails dessus, s'il vous plaît? En ce qui concerne le système d'irrigation, il s'agit de construire dans le champ des bacs de rétention d'eau. Des bacs de rétention d'eau. Et à partir de ces bacs-là, ça va permettre que pendant la saison de pluie, on pourra emmagasiner de l'eau. Et pendant des périodes de sécheresse, et on va utiliser ce taux-là pour irriguer nos champs. Mais grâce aux données, parce que si nous connaissons la quantité d'eau qu'a besoin nos cultures au millimètre près, on pourra adapter cela en construisant un bac de rétention d'eau qui permet de répondre à cette demande et durant toute l'année. Et pendant cette période-là, nous allons irriguer nos champs. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Et par la suite, dans ce bac-là, on peut même mettre des poissons à l'intérieur pour enrichir encore les œufs. D'accord, ça permet donc de faire des prévisions. Est-ce que c'est quelque chose également que vous faites à votre niveau, Monsieur Safou, Bien, alors nous, à notre niveau, effectivement, nous avons un carnet donc, dans lequel nous notons... Quand vous dites un carnet, c'est un carnet manuel ou c'est un carnet numérique? Non, c'est un carnet manuel. Vous savez que l'agriculture, c'est vrai que si on parle d'innovation, mais nous sommes encore, on ne va pas dire un monde archaïque, mais nous sommes encore au système D. Donc, nous avons avec nous un carnet dans lequel nous mettons en place la date de mise en semence, donc les futures dates de production, de récolte, et ainsi de suite, parfois les rendements. Mais comme disait tout à l'heure mon frère Jean-Paulin, il peut arriver que, voilà, pendant des intempéries, le carnet se mouille et voilà, tout est complètement perdu. Nous avons donc perdu toutes les données. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis à ce niveau-là, je crois qu'il faut certainement pour les agriculteurs une formation face justement à ces changements climatiques mais également face aussi à l'innovation, parce que je crois qu'aujourd'hui, on entend parler d'applications qui permettent de prévoir la météo, d'applications qui permettent de rentrer dans une base de données tout ce qui est comme production, ainsi de suite. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Et je voulais juste aussi ajouter que souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, il pleut 9 mois sur 12 chez nous au Gabon. Et souvent, pour pouvoir nous adapter au changement climatique, nous essayons de mettre en place des tranchées, donc ce qu'on appelle habituellement les sillons. Donc, des tranchées à peu près de 1 mètre de large sur, on va dire, par 60 centimètres de profondeur, de hauteur. Donc, c'est pour montrer un peu souvent combien de fois le débit d'eau est très fort et combien de fois souvent les plantes qui sont souvent autour de 30-20 centimètres. Et voilà, lorsqu'il y a des inondations, on est obligé de nous adapter. Donc, il y a justement ces points-là que je voulais relever. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec
avec les innovations, il est vraiment possible d'améliorer nos rendements et possible également de pouvoir nous adapter au changement climatique. Donc, c'est un point, ce sont des points assez importants qu'il faudra relever avec le temps, qui pourraient notamment aider justement l'agriculteur à vraiment augmenter sa production et sa rentabilité sur le plan agriculture et maraîchage. Merci. D'accord. Madame Awoku, pareillement, en termes d'innovation, est-ce que vous avez des outils qui vous permettent de pouvoir améliorer le quotidien en termes de travail? Et également, est-ce que vous rencontrez des difficultés par rapport à cela? Aujourd'hui, je suis ma production avec un carnet de suivi et mon téléphone. Parfois, j'utilise aussi des tableaux simples pour suivre la croissance, la mortalité et l'alimentation de mes poulets et lapins et autres. Bon, en fait, j'ai aussi bénéficié d'une petite formation pratique qui m'ont appris quand même à mieux organiser ces données et à utiliser certaines applications de base avec mon téléphone. Bon, mais mes principales difficultés restent toujours l'organisation du suivi quand il y a beaucoup d'animaux, les aléas météo qui chamboulent le planning toujours et parfois le coût ou la disponibilité aussi des écrans. Je sens qu'avec plus de formation, les outils numériques simples, je pourrais encore améliorer mon suivi. Donc, c'est un peu ça. Merci. D'accord. Donc, en somme, ça permet, les outils que vous utilisez en tout cas, déjà manuellement, vous permettent de pouvoir assurer la prévision sur la productivité, de ce que j'ai compris. Sachant que, de façon générale, on n'a pas d'innovation majeure, à moins que, je sais qu'au niveau du Bénin, il y a quand même quelques innovations. Je ne sais pas si Madame Kiningbe pourra me confirmer. Mais est-ce que vous, à votre niveau, vous avez quels sont déjà les outils que vous utilisez? Et en termes d'innovation, qu'est-ce que vous avez de quoi avez-vous pu déjà bénéficier qui vous permet, en tout cas, de pouvoir mener votre activité avec plus de facilité? Ok, moi, j'ai bénéficié de l'accompagnement de la GIZ par le projet PLCE. Et là, ils nous ont montré un outil très efficace et que tu peux renseigner sur ton téléphone ou sur l'ordinateur. Il y a aussi l'application Chité de la CCI Bénin et qui permet aux agriculteurs d'enregistrer chaque fois leur vente et leur stock, d'enregistrer tout en fait. Ils ont chaque feuille pour chaque chose. Et après ça, il y a les cahiers, caisses et autres qu'on met à la disposition des ouvriers ou bien du chef d'exploitation à la ferme qui renseigne toutes ces choses-là. Et à la fin du mois, on fait le point. Parce que à chaque fois, quand tu es à la ferme et tu as ton téléphone, tu renseignes, c'est souvent compliqué. Et des fois, on n'est pas présent sur la ferme. Il y a des ouvriers qui travaillent pour nous. Donc, il y a cette délégation-là qu'on fait qui facilite souvent la tâche. Donc, peut-être que les autres n'ont pas eu connaissance de ça, mais il y a l'application Chité de la CCI Bénin qui nous permet d'enregistrer toutes ces choses-là, qui nous permet de suivre notre production et de faire le point après. Et ça permet même de calculer la rentabilité de l'activité, si c'est rentable ou pas, et les prévisions à faire. Ça nous permet de renseigner tout. D'accord, merci. Et on va également demander à M. Akombesi s'il a de quoi rajouter par rapport à cela au niveau de son activité, sachant que je pense, là on parle d'agriculture également. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez des outils qui vous permettent vraiment, dans leur efficacité, de pouvoir travailler plus facilement? Est-ce qu'il y a des innovations à l'intérieur et quelles sont les difficultés que vous pouvez, on va dire, rencontrer également? Bien, nous avons l'habitude d'utiliser
le cahier pour pouvoir noter la date de semis, tout ça là. Nous avons un cahier de vente, tout ça là, pour pouvoir faire le point à la fin du mois. Donc, ce sont des outils que nous avons l'habitude d'utiliser, ce sont des outils manuels. En dehors de cela, nous avons des conseillers qui viennent souvent nous donner des conseils par rapport à la production, comment il faut faire. Cela nous permet de bien évoluer dans notre activité. Nous avons un groupement ici où on se réunit, on se voit pour que chacun puisse dire, évoquer son problème, les difficultés que ce producteur rencontre sur son domaine. Et ensemble, nous cherchons des solutions. Donc, c'est une sorte de groupe de réflexion, si j'ai bien compris. Voilà. C'est comme ça que nous évoluons ici. Maintenant, parlant de difficultés, nous avons une difficulté qui est liée à la météo. Ouais. À la météo. Parce que nous n'avons pas exactement quand est-ce qu'il faut pleuvoir, quand est-ce que la pluie va commencer, et cela bloque excessivement notre production. Donc, ça fait partie des difficultés que nous rencontrons. Même si nous avons des applications sur nos portables là qui nous disent quand est-ce qu'il va avoir plu, tout ça là. Mais sur le terrain même là, ce n'est pas la réalité. Hein. À un moment donné, le portable peut annoncer la pluie ici, mais la pluie va nous laisse le village là pour aller ailleurs dans la commune. Et c'est une difficulté que nous autres, on est en train de se confronter ici à Zapota. L'autre difficulté que nous avons, c'est le marché d'écoulement aussi. Nous n'avons pas le marché d'écoulement, même si nous traversons les difficultés là pour avoir de produits prêts à vendre. Nous avons des difficultés à les vendre. Ça fait partie aussi de nos difficultés. Les intrants, parce que c'est des produits bio que nous faisons, c'est difficile à avoir accès aux intrants biologiques. Même si c'est des fientes de volaille qu'il faut aller acheter pour pouvoir préparer du compost, c'est difficilement que nous avons accès à ça. Donc, ça fait partie de nos difficultés. Donc, je m'arrête là pour le moment et je donne la parole à vous. Alors, Monsieur Zanou, est-ce que vous, à votre niveau également, comme les autres, vous pouvez nous partager, on va dire, les outils que vous utilisez, s'il y a des innovations également qui interviennent dans votre processus, et également, quelles sont les difficultés rencontrées? D'accord. Aujourd'hui, à Guégué, vraiment, nous suivons notre production par le cahier. Pour les dates de mise en charge de nos poissons, d'achat des aliments, la sortie des aliments, c'est le cahier manuel. Mais nous avons une petite innovation qui consiste avec nos téléphones portables calculer et la nourriture quotidienne des poissons. Donc, le portable nous permet avec une application connaître ce que nous pouvons donner dans chaque enclos. Donc, c'est par le biais du projet POVA que nous avons cette application. Mais nous rencontrons toujours des problèmes, des difficultés. Il y a les météos qui n'est pas stable. Quelqu'un l'avait déjà dit, quand on annonce que la pluie va tomber aujourd'hui à partir de midi, peut-être c'est demain, très tôt que tu auras la pluie. Nous avons aussi les problèmes d'intrants piscicoles, c'est-à-dire les alevins. Quand nous commandons les alevins
de bonnes souches là. Par exemple, d'autres nous livrent des alevins mixtes qui pondent encore des œufs, qui fait ces alevins ne grossissent pas vite. C'est les alevins monocèses, les mâles là qui grossissent vite. Donc, ici, nous avons le problème de marché. Le marché est instable. Les prix ne sont pas stables. Donc, voilà quelques des problèmes que nous vivons dans la pisciculture. Merci à vous pour retourner la parole. Merci. Alors, très brièvement, hein, en fonction de ce que vous venez de nous partager, si vous pouviez bénéficier tous d'un accompagnement ou d'une formation sur mesure, qu'aimeriez-vous apprendre? Qu'est-ce qui vous servirait réellement? C'est-à-dire, je pense que chacun de vous a des besoins très spécifiques liés à son activité. Est-ce que il y a des formations ou on va dire des outils qui pourraient vous servir, plus ou moins, surtout en termes d'innovation? Je vais vous laisser répondre en fonction de chacun, sans forcément vous nommer. Donc, ce serait bien que chacun de vous, en tout cas en fonction de sa réalité, puisse nous dire exactement quel est son besoin en formation, ou bien qu'est-ce qu'il estime devoir être important, pas seulement pour lui, mais pour, on va dire, la communauté, pour l'ensemble des agriculteurs ou bien des éleveurs qui évoluent dans la même branche. Alors, Monsieur Zanou, vous pouvez commencer sans forcément lever la main, dites-moi. D'accord, aux Agégués, nous souhaitons d'abord être formés à l'usage d'outils numériques pour suivre l'eau, anticiper les risques climatiques et sécuriser nos enclos et temps. Nous voulons aussi apprendre des techniques innovantes comme la gestion des enclos, des cailles flottantes et l'adaptation de l'alimentation en période de crise. Aussi une prochaine pratique et des échanges entre pisciculteurs aideront nous à appliquer rapidement les solutions. En bref, c'est ce que moi je peux apporter. Merci à vous. Merci, M. Zanou. Et concernant les autres, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter concernant cela? Parce que je pense que la formation, c'est très important. À votre niveau, qu'est-ce qui pourrait éventuellement être... c'est très important. Je pense que chez moi, une formation sur les outils numériques, vraiment, ça pourrait vraiment arranger aussi le coaching, des trucs du genre. D'accord. Est-ce que de façon générale, en fait, vous me répondez juste, hein, est-ce que de façon générale, pour vous, ce serait justement cette formation aux outils numériques là, qui serait, on va dire, très importante et qui vous permettrait de faire des prévisions et également de faciliter votre activité? Si c'est le cas, vous pouvez le dire là maintenant. Alors, moi, si vous permettez, je voudrais dire, effectivement, je suis parfaitement d'accord avec tout le monde. Je crois que ce qu'il nous faut impérativement, c'est une formation, donc une formation sur l'adaptation au changement climatique, mais à travers justement les applications numériques. Aujourd'hui, certains ont parlé de météo. Déjà, prépare ce que c'est, quand est-ce il va pleuvoir, quand est-ce qu'il fera beau temps, ainsi de suite. Savoir également comment mettre en place, quelle application il faut mettre en place pour pouvoir suivre le rendement, ça aussi c'est important. Pour comment détecter également des ravageurs, une maladie dans un champ. Vous avez un hectare, je dis ça comme ça, un hectare de bananes plantain. Si la maladie est arrivée, vous n'avez pas le temps de faire le tour de toute la plantation, mais à travers une application, voilà, on peut facilement détecter et prendre justement les mesures adéquates pour rapidement lutter contre les ravageurs et utiliser tout ce qu'il faudra justement, soit un biopesticide pour justement lutter contre les ravageurs. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'une formation sur l'adaptation des changements climatiques
à travers justement les applications numériques et aussi peut-être rajouter les énergies renouvelables. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, il faut le dire quand même, l'Afrique est un pays béni parce que nous avons le soleil. Nous avons le soleil. Voilà, comment faire justement pour utiliser ces énergies renouvelables. Je crois qu'en prémisse, là, on parlait de panneaux solaires. À travers les réseaux sociaux. Voilà, à travers les réseaux sociaux, on voit que on peut avoir des panneaux solaires qui sont reliés à une pompe et qui permet justement d'alimenter en cas de voilà, qui peut irriguer une plantation d'un hectare. Voilà, donc ce sont toutes ces choses-là. Je pense que la formation aussi irait avec peut-être aussi quelques petits outils, un accompagnement de petits outils qui pourraient nous aider justement à mieux apporter un rendement plus performant que ceux que nous avons l'habitude de faire. Merci. D'accord. J'ai entendu que Mme Kinigbe voulait parler aussi en termes de... Pas des outils compliqués. Quand je dis compliqués, il y a des outils qui ont des SL et tout le monde ne sait pas utiliser SL. Et c'est vraiment compliqué d'insérer ses propres informations pour avoir des bons résultats. Donc, il faudrait que ça soit des outils numériques adaptés à nos réalités et à chaque région. C'est tout. Donc, en somme, on parle de formation aux outils numériques. Il y a quelqu'un qui voulait parler, excusez-moi. Comme outil, moi, je souhaiterais pas le conseil. Hein. Oui, il faut de conseils, il faut avoir un bon conseiller pour pouvoir, même si... et c'est la formation qui est à la base de tout. Même si nous avons les outils, si on ne s'est pas formé, on ne peut pas utiliser ces outils-là. Alors, il nous faut une formation, un coaching pour pouvoir, même si on nous présente les outils, nous saurons comment les utiliser, comment il faut les utiliser. Et comme l'a dit la dame qui vient de passer là, il nous faut, nous sommes des agriculteurs, il nous faut des outils numériques adaptés à la réalité, des outils utilisables, des outils non compliqués. Donc, cela nous permettra quand même de mieux suivre notre production et d'éviter assez de pertes. Voilà ce que je peux dire par rapport aux outils. Merci bien. Merci à vous. Il me semble que M. Bekale avait un mot à ajouter. Oui. Je dirais que les collègues ont déjà tout dit, ils ont déjà tout énuméré. Moi, j'insisterai plus sur la collecte des données, les outils qui nous permettent de collecter les données. Parce qu'il y a l'un de nos collègues qui a posé le problème de marché. C'est tout simplement parce qu'on n'arrive pas à collecter les données. Parce que si on sait par rapport à les données que c'est tel quartier, c'est telle commune qui consomme le plus de poissons, à partir de ces données, je vais directement aller installer ma poissonnerie dans cette commune-là. Mais comme on n'a pas ces informations, ces données-là, ça fait en sorte que on perd souvent dans beaucoup de choses. Donc, moi, je dirais la formation dans les outils qui nous permettent de collecter les données. C'est là d'où est le grand problème. C'est à partir de là qu'on peut prendre des décisions par rapport aux difficultés que nous rencontrons. Et également aussi, beaucoup de mes confrères agriculteurs rencontrent des difficultés au niveau des systèmes d'irrigation. Les systèmes d'irrigation, ils sont adaptés à notre réalité. Des systèmes qui sont adaptés à nos réalités. Parce que nous avons vu des gens qui sont allés en Chine, un peu partout, aller acheter des systèmes, du matériel. Mais quand ils sont venus, ils ont placé ça. Ça me rappelle, on avait acheté des aspergeurs adaptés pour une plantation de pastèques d'un hectare. Mais quand on avait vu le document, on nous avait dit que ça pouvait arroser un rayon de 80
de 80 mètres. Mais quand on a placé le système et qu'on a mis en place le système, ça n'a pas pu faire cela. Et cela a fait en sorte que pendant cette campagne, parce que c'était pendant la saison sèche, on a perdu la moitié de notre production. Donc, nous avons besoin de la formation dans les outils qui sont adaptés à nos réalités. Il y a beaucoup des outils, des applications qui sortent de jour en jour, mais qui parfois ne sont pas adaptés à nos réalités. Je vous prends un exemple. La plupart de l'agriculture qu'on fait est en campagne. Et en campagne, chez nous ici, on n'a pas de réseau. Le réseau n'est pas partout. Mais on te dit que l'application que tu dois utiliser, il faut une connexion Internet. Qu'est-ce que je fais? Donc, ça veut dire que pour que je fasse rentrer les données, je dois aller à 1 kilomètre pour faire rentrer les données et ensuite je reviens au champ. C'est ce qui fait en sorte que parfois, ces applications-là, tu as dans ton téléphone, mais tu n'utilises pas ça, ça ne te sert à rien. Donc, j'insiste beaucoup que cela doit être dans tout ce qui est adapté à notre réalité pour que nous puissions les utiliser. Même en ce qui concerne les petits équipements agricoles, j'en ai vu des gens qui sont partis acheter des petites sarcleuses un peu partout, qui ont vu ça dans les plateformes et ils ont bien vu comment on sarclait ça. Mais quand ils ont acheté la sarcleuse, quand ils ont amené la sarcleuse pour sarcler leur plantation, ça n'arrivait pas à sarcler, tout simplement parce que la plantation est bourrée de racines. Ça ne répond pas à les réalités et la sarcleuse, elle est dans le magasin. Je vous remercie. En tout cas, merci pour cette intervention qui nous éclaire, on va dire un peu plus, hein, parce que effectivement, il y a les outils numériques, mais il faut concrètement que les outils même de base qu'on met à votre disposition soient vraiment adaptés à votre réalité chacun. Et pour ça, effectivement, je pense que une petite étude devrait être faite. En tout cas, merci pour votre rapport. On va essayer d'avancer parce qu'on a pas mal de points à aborder, sachant que là, on va parler de gouvernance. Donc là, on en vient au point focal de notre rencontre, sachant que là, on va essayer d'aller très concrètement sur ce qui est fait, ce qui n'est pas fait et ce qui devrait être fait. Donc, le but, c'est de pouvoir, au sortir de là, faire sortir une parole, émerger une parole politique claire de votre part, vous les agriculteurs, sur la façon dont les décisions sont prises aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont prises en fonction de vous, pour vous? Est-ce qu'elles sont adaptées? Bon, là, vous avez donné, M. Bekale, quelques exemples pour nous dire que ce n'est pas forcément toujours le cas. Mais alors, si aujourd'hui, vous pouviez décider vous-même d'une mesure concrète à appliquer dès demain, on va dire dans l'immédiat, pour améliorer votre productivité ou votre résilience climatique, parce que les deux vont de pair. Savoir comment faire en sorte de préserver la nature, mais tout en étant tout aussi productif. Donc, quelle est la mesure, on va dire, que vous pourriez mettre en place? Enfin, que vous souhaiteriez voir mettre en place. Donc, vous pouvez, en fonction, chacun vous exprimer. D'accord. À Guégué, aujourd'hui, nous pouvions décider d'une mesure concrète. Dès demain, nous choisissons d'installer et de généraliser l'usage des enclos surélevés, adaptés à notre zone agrégée, et des cages flottantes aussi adaptées. Avec ces deux moyens, infrastructures d'élevage, vraiment, c'est très bon pour éviter les problèmes des changements climatiques. Cette solution nous permettrait de protéger les poissons contre les crues, les mieux contrôler dans l'élevage et d'assurer une production plus stable malgré les variations climatiques. Merci à vous. Merci. Madame Tatiana? Si je pouvais décider dès demain, là, je mettrais en priorité en place un système simple de régulation de la température, en fait, et de l'humidité dans mes bâtiments d'élevage. Donc, je pense que ça pourrait être, par exemple, des ventilateurs supplémentaires, un toit isolant.
Bon, je pense qu'avec ça, juste à cause de la période de la forte chaleur, hein, et je pense que ça peut améliorerait la résilience de mes collègues et la face aux fortes chaleurs. Ça va aussi peut-être ça va aussi stabiliser la production. Donc, je pense que c'est un peu ça. Ce que moi, je peux faire tout de suite. Donc, d'accord. OK, c'est noté. Monsieur Bekale, donc vous aviez un apport significatif à nous apporter, à nous partager. OK. Donc, je disais que s'il y avait une décision pratique qu'il fallait prendre, c'était dans un premier temps la mise en place d'un système d'irrigation automatisé. Et deuxièmement, chaque agriculteur qui exploite sur une superficie de 2 hectares doit avoir un système d'irrigation automatisé. Parce que c'est une grande difficulté que les agriculteurs rencontrent chaque année et ils peinent. Là, en saison de pluie, ils n'arrivent pas à produire parce qu'il y a trop d'eau. Et lorsque la saison sèche arrive aussi, ils ne peuvent pas produire aussi parce qu'ils n'ont pas de l'eau. Donc, s'il y avait une décision à prendre, c'est de mettre un système d'irrigation avec des serres automatisées, ce qui permet aux agriculteurs de produire durant toute l'année et de répondre à la demande du marché. Merci. Merci, Monsieur Bekale, c'est très clair, très précis. Du coup, Monsieur Safou, à votre niveau, concrètement, oui, alors, quels sont... oui, très bien. Alors voilà, concrètement, à mon niveau... C'est-à-dire, qu'est-ce qui, selon vous, améliorerait déjà à votre niveau, mais de façon aussi générale. Alors, oui, tout à fait. Alors, à mon niveau, ce que j'aurais proposé en tant que décideur, c'est d'abord de vulgariser l'agroécologie. Pourquoi? Parce que l'agroécologie permet justement de respecter l'environnement à travers la captation même déjà du carbone, hein, et justement en mettant en avant l'agriculture durable. Donc, associé à cette agroécologie, rajouter l'innovation, comme on venait de le dire tout à l'heure, donc en mettant en place des systèmes, des applications, des applications donc qui permettraient justement au rendement des agriculteurs de s'améliorer, tout en associant, comme je l'ai dit précédemment, les énergies renouvelables. Donc voilà un peu. Je pense que tout ceci mis en place pourrait permettre justement à l'agriculteur de sortir la tête de l'eau, de mieux améliorer ses rendements et de mieux évidemment protéger la terre. Parce que quoi qu'on fasse aujourd'hui, moi je pense que l'agriculture conventionnelle est venue un peu justement elle est venue complètement chambouler, sinon détériorer la terre, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs justement nos productions ont pris un coup, parce que quand on regarde les semences ne sont pas biologiques, elles ont été modifiées. Donc voilà un peu. Donc je pense que le système agroécologique pourrait, avec l'innovation et les énergies renouvelables, pourrait notamment changer considérablement le rendement des agriculteurs. Merci. D'accord. Alors, il faut également, vous avez parlé de techniques adaptées, de beaucoup de choses. Faut savoir que les gouvernements peuvent prendre des décisions, à savoir si vraiment cela correspond aux besoins sur le terrain. Alors, du coup, on va demander à M. Akrombessi. Rebonsoir à tous. Il est important de mettre en place des mesures GDT, c'est-à-dire des mesures de gestion durable des terres. On doit obliger les producteurs à mettre en place des arbres, 25 arbres par hectare au moins, pour pouvoir redonner vie à nos terres
Nous devons également penser à régénérer les sols en mettant en place des cultures comme le mukuna, le pois d'Angole, aspilolène, tout ça là, pour pouvoir enrichir encore nos sols, de redonner vie au sol pour que nous, les agriculteurs, nous pouvons quand même avoir le résultat que nous voulons sur nos terres. Parce que vous savez que c'est le fait de détruire tous les arbres, tous ces éléments contribuent aux problèmes que nous vivons aujourd'hui. Alors il est important à ce que les agriculteurs prennent conscience, nous prenons conscience et commencer par mettre en place des arbres, au moins 25 arbres par hectare. Et en dehors de cela, nous allons mettre en place des semences qui améliorent le sol. Nous devons également éviter de faire quoi? De brûler les herbes, de procéder au feu de groupe intense, ce que nous avions l'habitude de faire. Donc ce sont des éléments que moi je souhaiterais qu'on mette en place pour nous les agriculteurs. Et le gouvernement peut toutefois contribuer à cela. Je crois que vraiment nous allons revenir au temps de nos aïeux, au temps de nos ancêtres. Merci bien. Merci. Alors, M. Bekale a recensé tantôt quelques éléments qui n'étaient pas forcément en adéquation avec vos réalités. Donc, je demandais, est-ce qu'à votre niveau, vous avez pu relever également des éléments ou bien des décisions qui ont été prises au niveau du gouvernement qui étaient faites au demeurant pour faciliter vos conditions de travail, mais qui aujourd'hui, très concrètement, ne sont pas du tout adaptées? Est-ce que vous pouvez en recenser quelques-unes? Monsieur Jean Paulin a la parole. D'accord, Monsieur Jean Paulin, je vous écoute. Ok, merci. Bon, en ce qui concerne les décisions qui ont été prises par, que ce soit le gouvernement ou bien les institutions internationales qui militent dans la promotion de l'agriculture dans notre pays, je vais d'abord commencer en ce qui concerne les institutions internationales, dont je vais taire le nom, mais dont j'avais participé à un programme. Les institutions internationales, lorsqu'ils montent leur programme, ne consultent pas des agriculteurs. Ils montent le programme et ils viennent vers vous. Ils ont monté le programme. C'était un programme post-Covid. Donc, on sortait de la Covid et on avait perdu beaucoup de notre production. Donc, ils ont monté un projet, ce qui était une très bonne chose. Et après, ils sont venus vers nous. Ils nous ont recensés. Après nous avoir recensés, ensuite, ils nous ont dit, bon, on va vous donner 500 000, 250 000 francs en liquide et 250 000 francs qui étaient des intrants agricoles. Bon, déjà, 500 000 francs ne répondaient pas déjà à notre propre demande. Donc, c'est quelque chose déjà que eux-mêmes, ils nous ont imposé. Et je ne sais pas sur quoi ils se sont basés. Parce qu'il y avait des gens qui avaient des grandes exploitations, qui avaient perdu. Moi, je ne sais pas sur quoi ils se sont basés pour dire qu'ils vont nous donner 500 000 francs. OK. Maintenant, deuxième chose, c'est que eux, ils ont pris l'institution en place à travailler en partenariat avec une entreprise qui vend dans les intrants agricoles. Où eux, ils ont dit, donc, où l'institution a directement viré l'argent dans cette entreprise agricole et nous a demandé d'aller prendre des intrants dont nous avons besoin à hauteur de 200 000. Mais le problème est que il y avait des intrants agricoles que cette entreprise-là n'avait pas, mais devait acheter ailleurs. Et donc l'entreprise a dit que si nous, on va acheter ça ailleurs, on va surfacturer. La question qu'on a posée, c'est que qui va payer? On a dit que c'est vous-même qui allez. Et maintenant, ils nous ont dit, soit vous prenez quelque chose qui est dans notre shop, qui ne répondait pas à ce dont on avait besoin, soit
on va prendre l'argent, on va renvoyer ça. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se sont vues en train de prendre des choses qu'ils n'avaient pas besoin. Et ça, là, je parle, ce sont des institutions. Et le constat amèrement que j'ai fait, c'est que lorsque les institutions viennent vers nous, les agriculteurs, pour dire que nous avons un programme pour vous accompagner, ils ne nous posent jamais des questions que qu'est-ce que vous en avez besoin. Non. Eux, ils viennent, ils ont déjà un canevas qui est déjà fait, tout est déjà. Donc, eux, ils viennent seulement pour nous imposer. Donc, ce que eux, ils font seulement, c'est que ils viennent seulement pour dire que on a financé 100 agriculteurs au Gabon. 1000 agriculteurs, allez-vous donner vos pièces d'identité. Ils font le rapport, puis c'est fini. Autre chose aussi, c'est que on avait terminé la formation. Il s'est passé 3 mois. Donc, le moment qu'on devait nous donner le kit, qui était le moment de la saison des pluies, ils ne nous ont pas donné ce dont on avait besoin pour qu'on aille produire. Ils nous ont donné ça quand eux-mêmes, ils en avaient envie et qui était la saison sèche. Donc ça, c'est en ce qui concerne les instituts. Maintenant, en ce qui concerne nos gouvernements, c'est que dans notre pays, l'État a pris une très bonne initiative de nous acheter des tracteurs pour booster la production, ce qui est une très bonne chose. Et aujourd'hui, on nous demande, nous les jeunes, d'aller produire pour sortir du chômage, ce qui est encore une très bonne chose. L'agriculture est le pourvoyeur d'emploi. Mais le problème est que lorsque un jeune va aller dans l'agriculture pour aller planter, bon, lorsqu'il va pour planter, c'est que c'est un chômeur, il n'a rien. Bon, ils nous ont mis en place des tracteurs et qu'on nous demande de louer. Et ces tracteurs-là qui sont à 150 000 francs par hectare. Mais un jeune qui n'a rien, comment il va trouver cet argent-là pour prendre le tracteur pour venir labourer son champ, afin qu'il puisse travailler. Donc, ce sont des décisions qui ont été prises. Et lorsque nous, on se rapproche pour dire qu'on a besoin d'un tracteur pour venir louer, on nous dit que c'est ça le prix. Donc, si vous voulez, vous venez prendre le tracteur, on va labourer. Si vous voulez, vous ne voulez pas prendre. Et aujourd'hui, là où je vous parle, ces engins sont garés partout, dans les directions provinciales. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire. Ils ont pris des décisions sans pourtant nous consulter. Merci. Donc, au demeurant, hein, c'était censé vous aider très concrètement. Mais vu comme cela a été fait, de ce que j'ai compris, ça n'a pas servi à ce que ça devait. Et ça n'a pas donné les résultats escomptés. Donc, encore une fois, on parle d'adaptation, je pense. C'était pas très adapté à la réalité. Est-ce qu'au niveau du Bénin, vous avez également noté quelques éléments, puisque là, on était au niveau du Gabon. Donc, je demandais, est-ce qu'au niveau du Bénin, vous avez pu aussi noter quelques... On va dire... ah oui, Monsieur Safou, oui. Oui, merci. Je remercie déjà le témoignage. Je voulais remercier Jean-Paulin pour son témoignage parce qu'effectivement, j'ai fait partie de cela. Lui, il était à Libreville et nous à Port-Gentil. Donc, nous avons fait partie de cette cohorte-là de personnes qui ont effectivement reçu des kits et des dons. Et comme l'a si bien expliqué Jean-Paulin, effectivement, il y a un véritable problème. Il y a une inadéquation entre les désirs, les réalités donc des agriculteurs et ce qui se passe sur le terrain. Alors moi, je voudrais simplement rajouter sur ce point-là qu'en fait, le thème est si bien choisi et si les agriculteurs devenaient les véritables décideurs. Et je pense que nos États devraient tenir compte de l'avis des agriculteurs avant de prendre des décisions. Et je voudrais en même temps féliciter ce qui se passe au Bénin. Vous savez, le Gabon aujourd'hui est en train de se réveiller un tout petit peu
mais malheureusement, je pense qu'il a besoin d'être accompagné sur le plan agricole. Parce qu'au départ, c'est vrai qu'au départ, le Gabon était un pays agricole, hein, vous savez, mais lorsqu'il y a eu le boom pétrolier, alors tout le monde s'est rué vers le pétrole. On a abandonné tout ce qui faisait notre fierté de l'époque, hein, parce qu'il faut le dire, les pays comme le Tchad, le Cameroun venaient prendre des cours, venaient même prendre des cheptels. À l'époque, dans les années 70, nous avions à peu près 30 000 têtes de bœufs. Aujourd'hui, c'est la catastrophe. Et je voudrais vraiment féliciter les pays comme le Bénin, en fait l'Afrique de l'Ouest. Je pense que nos gouvernants devraient travailler en parfaite symbiose, hein, en associant également ceux-là qui ont déjà une expérience très approfondie dans le domaine de l'agriculture, associés à ces personnes-là, des agriculteurs eux-mêmes locaux, évidemment, pour pouvoir trouver le juste milieu. Donc, des décisions sont souvent prises, malheureusement. Au Gabon, nous sommes encore en retard et vraiment, c'est très difficile pour nous qui sommes tombés amoureux de l'agriculture. Donc, souvent, nous sommes incompris. Souvent, on nous taxe de tous les mots, mais bon, c'est un chemin que nous avons choisi. Et j'espère qu'il y a, lors de ces échanges, j'espère que notre voix elle ira vers nos gouvernants pour leur dire, messieurs, arrêtez à un moment donné et pensez à associer les agriculteurs dans vos décisions et pensez également à adapter, parce que c'est très important, adapter les demandes, sinon les réalités à nos terrains agricoles. Donc voilà un peu ce que je voulais rajouter dans ce qui a été dit par Paulin. Merci. On note que c'est vraiment quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, parce que je note la passion et l'envie de vraiment faire les choses bien. Et ce serait bien, en tout cas, que cette envie-là soit associée aux actes concrets du gouvernement. En l'occurrence, pour vous permettre de pouvoir, on va dire, aller vers une productivité, sachant que vous travaillez pour le peuple. Hein. C'est grâce à vous que nous, derrière la population, sommes nourris. Donc, si on ne met pas à votre disposition ce qu'il faut, c'est un peu compliqué. Et donc, je ne sais pas, au niveau du Bénin, là, on a pu faire le tour au niveau, du Gabon vite fait, sachant on va essayer d'avancer un peu. Donc, est-ce qu'au niveau du Bénin, vous avez à votre niveau quelques réalités à nous partager concernant les décisions prises par le gouvernement qui ne sont pas forcément en adéquation? Et comment, au niveau de vos organisations, si vous en avez, coopératives, vous pouvez porter votre voix dans ces décisions-là? Est-ce qu'on est encore M. Zanou qui est là? Oui, M. Zanou est là. Donc, au Bénin, vraiment, le gouvernement du Bénin doit être félicité parce qu'il a eu le mérite de prendre plusieurs mesures pour le développement de la filière agricole, dont la filière aquacole, pour une vision d'atteindre une production de 20 000 tonnes de poissons en 2026, cette année. Il a mis beaucoup de moyens pour atteindre cet objectif. En faisant de la subvention des aliments subventionnés chaque année, la mise en place des équipements piscicoles, des crédits FNDA, Fonds national de développement agricole, en mettant en place aussi des fonds de subventionner des infrastructures piscicoles, des formations. Il a même introduit une nouvelle souche de poissons tilapia reproducteurs dans la pisciculture. Mais toujours jusqu'à l'heure où nous sommes, l'objectif des 20 000 tonnes n'est pas atteint. Pourquoi? Donc, nous-mêmes, les pisciculteurs, nous demandons pourquoi. Regardez, toutes ces mesures que l'État a prises, quand même, si c'est aujourd'hui au Bénin, on ne dit pas tout, mais nous avons l'audace de dire que l'objectif n'est pas atteint, les 20 000 tonnes. Donc, nous demandons
à notre gouvernant de revoir la politique. Parce que vraiment, il a beaucoup investi. Le Bénin a beaucoup investi dans l'agriculture. Moi, je suis du côté de la filière aquacole. C'est pourquoi j'ai dit les mesures qu'il a pris par rapport à la filière aquacole, aquaculture. Mais cependant, malgré tous ces appuis, plusieurs décisions ne reflètent pas notre réalité, même aux agrégés, c'est-à-dire les subventions, les intrants piscicoles, vraiment, tous sont souvent difficiles d'accès. Les formations proposées ne tiennent pas compte de nos conditions de travail sur l'eau. L'accès des zones adaptées et sécurisées sur l'eau pour l'élevage n'est pas réellement garanti. Donc, nous disons à notre gouvernement de revoir la politique. Parce qu'en résumé, les mesures prises ne s'adaptent pas aux superficités de la pisciculture en milieu lacustre. Moi, j'en ai fini, hein. Mais d'autres producteurs du Bénin sont là, qui peuvent compléter. Je sais que le gouvernement a mis beaucoup de fonds dans la pisciculture au Bénin. Merci à vous et on garde contact. Alors, merci. En tout cas, il y a des choses qui sont faites, de ce que je comprends, pas forcément adaptées. Il y a des choses qui devraient être faites, bon, dans toutes choses, hein, on va dire, c'est toujours le cas. Je vais juste demander à Monsieur Akombesi, en quelques mots, si vous aviez devant vous les décideurs internationaux de la COP30, quel message essentiel vous voudriez leur partager, leur transmettre? Bien. Ce que moi j'ai à dire, ça concerne surtout l'État. Ce que l'État béninois nous a fait est énorme, mais il reste à faire. Il reste à faire. Parce que nous constatons qu'à un moment donné, les ATDA nous amènent des semences certifiées, ce qui est très bon d'ailleurs. Mais nous constatons que ces semences-là ne viennent pas à temps. Ces semences ne viennent pas au moment où nous sommes dans le besoin. Et si ces semences viennent, ça ne suffit pas la population. Donc, je voudrais leur dire de revoir leur politique de gestion des semences. Nous avons aussi des difficultés à la terre, parce que la terre cause problème ici. Et aussi, les intrants là, nous avons des difficultés à avoir les intrants. J'ai dit que le gouvernement béninois fait beaucoup de choses dans le domaine agricole. Il s'agit par exemple, des mesures mises en place, la FNDA, dont a parlé notre monsieur tout à l'heure. C'est bon, c'est une bonne chose. Mais le problème qui est là, pour avoir accès au fonds de FNDA, c'est difficile. C'est-à-dire, il y a des directives à suivre jusqu'à ce que l'agriculteur est découragé d'y aller. Si l'État peut toutefois revoir aussi ce côté en nous facilitant la tâche, à avoir accès au fond de la FNDA, ça sera très bon. Ça sera très bon. Donc, voilà en quelque sorte les problèmes que nous rencontrons au Bénin à mon niveau. D'accord. Alors, on va dire, on a fait plus ou moins le tour de ce que vous pourriez faire comme apport concernant tout ce qui est question de gouvernance. Je retiens qu'il faut qu'encore cette idée d'adaptation, c'est elle qui prédomine. Là, on va aller vers le futur. La vision qu'on peut avoir, sachant que le but de tout ça, c'est de faire ressortir des idées vraiment qui pourraient profiter à la communauté et qui seraient très concrètes. Alors,
de façon très succincte, hein, on va aller très vite parce qu'il y a des questions, on va essayer d'y répondre très vite également. Quelle place, à votre niveau, en tant qu'agriculteur, vous souhaitez avoir dans le processus de décision, pour le futur en tout cas, de toutes les décisions dans l'avenir? Est-ce que ce serait au niveau de la consultation? Est-ce que vous voulez être consulté par les gouvernants et comment? Et est-ce que vous voulez avoir plus de poids dans tout ce qui est... Vous avez parlé d'adaptation au niveau des outils numériques qui doivent être à la fois simples et efficaces. Donc, comment vous voyez ça? Quelle place vous souhaitez avoir dans ce processus de décision-là dans le futur? Monsieur Bekale, est-ce qu'il est encore avec nous? En ce qui concerne... Oui, je suis avec vous. En ce qui concerne la place que nous aimerions avoir, c'est la place de consultant. Et chaque fois que l'État veut mettre en place un projet, que l'État consulte des communautés, que l'État envoie des experts au niveau des communautés pour voir comment les communautés travaillent d'abord à leur niveau. On a parlé d'adaptation, comment, par rapport au changement climatique, comment les communautés s'adaptent par rapport à ce changement et leur faire des propositions. Et c'est ça que nous voulons, que chaque fois que l'État veut mettre en place un projet, doit consulter les communautés, doit consulter les gens du secteur agricole et qu'ils puissent travailler en étroite collaboration, la main dans la main, pour la réussite de ce projet, pour que il n'y ait plus de perte des milliards à gauche, à droite, ventilés. Merci. Donc, merci en tout cas pour votre rapport, Monsieur Bekale. Je demandais à Madame Tatiana si elle est là encore avec nous. Je vois pas Madame Kinigbe, mais bon, pour avoir au moins une voix féminine. Quelle place également souhaiterez-vous avoir? Donc, la même question, très concrètement. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter? Et quelle place entend que les agriculteurs de façon générale, hein, pas seulement vous, mais de façon générale, les agriculteurs, quelle place ils doivent avoir dans ce processus de décision-là dans le futur? Est-ce qu'elle est là, Madame Tatiana? Je vois qu'elle est là, mais le micro est coupé. À ce moment-là, on va plutôt demander à Monsieur Zanou de nous répondre afin qu'on puisse passer aux questions ensuite. Oui, nous, pisciculteurs, nous voulons être consultés régulièrement, participer à la co-construction des politiques et au suivi des engagements, afin que nos réalités soient réellement prises en compte dans les décisions futures. Merci à vous. Ah, d'accord. En tout cas, très succinctement. Donc, vous avez pu noter, on a fait le tour, plus ou moins, de tout cela. On va en arriver à pouvoir échanger. Donc, par rapport aux questions, je vois qu'il y a des personnes qui avaient posé des questions. Attendez, on va les recenser. Moi, elles ne remontent pas à mon niveau. Je ne sais pas si, éventuellement, parce que j'ai un problème d'affichage. Est-ce qu'il y a des personnes déjà présentes qui auraient des questions pour qu'on puisse aller sur cela? Alors, je vois ici, j'ai quelques questions. Vu que on me demande quelles sont les meilleures pratiques pour améliorer la productivité agricole en Afrique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous y répondre pour pouvoir apporter un peu de lumière? Vous pouvez reprendre la question, on n'a pas bien entendu, s'il vous plaît. Quelles sont les meilleures pratiques pour améliorer la productivité agricole en Afrique, tout en restant justement, en tout cas, dans le terme de développement durable? Bon, je vais essayer de répondre parce que je n'ai pas très bien saisi, j'ai juste entendu productivité en Afrique. Est-ce qu'il faut que je répète? Est-ce que vous m'entendez? Je vais aller du principe. Hein. Oui. Vous voulez que je vous répète la question? Parce qu'on vous entend entrecoupé. Hein. Donc, je demandais, dans l'objectif de développement durable, bien entendu, quelles sont les meilleures pratiques pour améliorer la productivité agricole en Afrique? Alors, moi, je vais essayer de répondre à la question. Hein.
D'accord. Avant de répondre à la question, il faut aller d'abord sur... il faut revenir en arrière. Alors, il faut revenir en arrière et expliquer ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, les hommes les plus forts, les plus puissants sont ceux-là qui avaient des armes. D'accord. Et parce qu'ils étaient puissants, ils avaient des armes, ils avaient pu exterminer un certain nombre de personnes. Et à la suite de la Seconde Guerre mondiale est née ensuite l'agriculture conventionnelle. Donc, tout le monde le sait. Pour ceux qui ne savent pas, l'agriculture conventionnelle, c'est une agriculture qui fait appel à tout ce qui est intrants chimiques. Et donc, tout ce qu'il y avait il y avait eu des morts, il y avait eu des blessés. Il fallait coûte que coûte fournir de la nourriture aux gens pour que ces personnes-là puissent évidemment s'en sortir, nourrir le monde, et ainsi de suite. Et je pense que cette agriculture conventionnelle a continué à perdurer jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ce qui est conventionnel. Alors, on ne vous entend plus. Et c'est pour ça que tout à l'heure, lorsque nous étions en train de parler, je proposais que nous repartions à la base, comme faisaient nos parents, c'est-à-dire en alliant l'agroécologie, qui est respectueuse d'ailleurs de l'environnement, qui protège l'environnement, mais également associé donc à cette agroécologie aujourd'hui l'innovation, donc s'adapter à l'innovation à travers justement ce qu'on disait tout à l'heure, les nouvelles applications, les énergies renouvelables, qui vont permettre justement de maintenir le sol en très bon état, mais également en protégeant le sol et justement en produisant un maximum de rendement. Donc, pour ma part, je pense que les gens devraient à un moment donné s'arrêter et revenir sur nos doctrines ancestrales, sinon nos connaissances endogènes, et améliorer justement ces connaissances à travers aujourd'hui l'innovation qui fera en sorte évidemment que nous puissions augmenter notre rendement, produire énormément tout en préservant notre environnement et notre sol. Je crois que c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle nous sommes là pour parler de la COP30, des changements climatiques et des adaptations. Donc voilà un peu pour ma part ce que j'avais à dire au sujet de cette question. Merci. D'accord. Alors, on nous demande également quel conseil vous pouvez donner à un jeune agriculteur, à des agriculteurs en devenir qui sont en début de carrière, vous connaissez déjà les réalités du terrain. Quels sont les conseils que vous pourriez leur donner, sachant que il y a des solutions qui, comme vous avez dit, endogènes, mais il y a également une réalité avec de nouvelles techniques. Donc, comment allier ces deux techniques-là déjà et faire en sorte de pouvoir vraiment conseiller ces jeunes agriculteurs-là pour qu'ils aillent vers les bons choix, pour qu'ils fassent les bons choix? Je voudrais juste rapidement rebondir en disant que pour le cas parce que comme je disais tout à l'heure, je suis le président d'une ONG appelée les potagers bioécologiques du monde. Et cette ONG œuvre donc pour le retour à la terre, d'accord? Donc, à travers la formation que nous donnons aux jeunes, c'est-à-dire aux élèves du primaire, aux élèves du secondaire, et même d'ailleurs, nous, en ce moment, nous travaillons avec des jeunes en conflit avec la loi, donc dans le cadre de la réinsertion des enfants en conflit avec la loi. Je voulais dire, nous allons donc à la base, nous repartons vers la base en apprenant aux enfants comment produire sainement, donc comment produire donc les gestes éco-citoyens, et nous adaptons donc cette formation en fonction donc des innovations. Aujourd'hui, on parlait de mettre en place une ferme pédagogique pour déjà lutter pour déjà nous adapter au changement climatique. Nous mettons en place une serre, voilà.
nous mettons en place une ferme intégrée avec des poules, des poulets locaux, voilà, qui n'ont rien à voir avec des poulets de chair, qui font justement appel encore à tout ce qui est chimique, ainsi de suite. Nous produisons nous-mêmes notre aliment, donc à travers des techniques simples, comme je disais, des techniques endogènes que nous avons appris de nos parents. Et même lorsque ces poules-là sont attaquées, nous utilisons justement les biopesticides naturels. Donc voilà un peu, c'est simplement adapter donc ce que nous connaissons déjà à ce que nous connaissons à l'avance, à travers nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Donc cette agriculture biologique durable qui préserve l'environnement, attachée à l'innovation, aux nouvelles applications, aux énergies renouvelables. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut faire et c'est ce que nous faisons depuis pratiquement quelques années. Nous travaillons avec les maisons, derrière la cuisine. Comme je disais, donc, au sortir de ces formations dans les établissements, les enfants sont capables d'aller justement à la maison, soit au balcon si vous n'avez pas de cours, soit derrière la maison, produire justement, reproduire ce qui a été fait justement dans les écoles, à travers les fermes. Et ça permettra justement aux gens d'être en meilleure santé. Ça permettra aux personnes d'éviter tout ce qui est maladie aujourd'hui que nous connaissons, le diabète, l'hypertension et les divers cancers que nous connaissons. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, tout à fait. Je pense que ça a été clair. En tout cas, c'est très explicite avec des idées vraiment intéressantes, sachant que c'est très tôt qu'on doit initier l'apprentissage à l'agriculture. Donc, déjà partager à travers des fermes pédagogiques cet amour-là de la terre, ça fera en sorte que d'année en année, on aura plus de personnes qui vont déjà se former à ce qui est l'agriculture et comment faire une agriculture éco-responsable. Donc oui, effectivement, vous avez répondu à la question. J'ai une question ici très intéressante. Elles le sont toutes, mais celle-là, on me dit quels sont les programmes ou les initiatives que vous connaissez pour soutenir les agriculteurs africains et comment les évaluez-vous? Est-ce qu'à votre niveau, en tout cas chacun, ou au moins l'un d'entre vous, pourrait partager avec nous ces programmes-là? J'ai entendu qu'au Bénin, en tout cas des témoignages, il y a pas mal de dispositifs mis en place. Et déjà on a eu quelques ressentis, mais là, quels sont les programmes concrets, éventuellement un programme ou deux qui sont mis en place et comment vous évaluez cela? Ok. Chez nous au Bénin, nous avons des programmes qui viennent vers les agriculteurs. Si nous prenons par exemple, il y a un projet qui est en cours même chez nous, c'est le programme Pirvate Food. C'est un programme qui est basé dans des communes du Bénin et qui travaille avec les agriculteurs. Et c'est un programme qui nous ramène les méthodes anciennes que nous allons utiliser pour pouvoir conserver le sol, pour pouvoir conserver les éléments nutritifs. Vous voyez, ce programme est un bon programme. Ça nous a beaucoup appris. La manière dont il faut utiliser des plantes améliorantes pour pouvoir enrichir le sol. Comment il faut retenir l'eau pour pouvoir l'utiliser. Et les éléments qu'il faut mettre en place sur le terrain pour que le sol ne soit pas appauvri. Donc, c'est un programme qui nous a appris beaucoup de choses dans le domaine agricole. Et même dans le domaine de l'élevage. Et qui continue toujours de nous accompagner avec des formations. Et sur le terrain, il a mis en place des animateurs par village qui viennent chaque jour voir comment est-ce que nous sommes en train de faire la production. Qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut ajouter, comment il faut faire pour que ça marche.
face aux aléas climatiques, comment est-ce qu'il faut s'adapter. C'est un programme dont je vous ai parlé, c'est Pivatifood. Ça nous a beaucoup aidé. En dehors de cela, il y avait un programme ProSol qui a pris part ici et qui a aidé les producteurs à améliorer leur rendement en fournissant des éléments, des plantes améliorantes, des semences qui fertilisent le sol. Donc, de façon brève, je vais m'arrêter à ce deux projets-là qui ont pris part chez nous ici au Bénin. D'accord. En tout cas, au niveau du Bénin, on voit qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place et ça bouge pas mal. Est-ce qu'au niveau du Gabon, vous avez quelque chose à on va dire a priori, on a fait le tour de la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Parce que la plupart des questions ont eu réponse pendant le webinaire. S'il n'y a pas d'autres questions, je vois que Madame Awoku a levé le doigt. Oui, dites-moi. Ok, d'accord. J'aimerais parler du jeu du programme en cours au Bénin. En fait, nous avons le programme, notre projet PSIE qui accompagne les agriculteurs. En fait, il y a les jeunes sortant des lycées agricoles. Les jeunes sortant des lycées agricoles qui prennent part à ce projet et accompagnent les agriculteurs. Ces jeunes sont payés mensuellement par l'État. Je pense qu'un agriculteur peut bénéficier, ça dépend du niveau de son septembre, 2, 3, 4, 5. Donc, toujours dans le but d'accompagner les agriculteurs et évoluer dans leurs activités. Donc, c'est un peu ça. C'est ce projet que je voulais partager avec vous. D'accord. Monsieur Bekale, éventuellement, au niveau du Gabon, est-ce qu'on aura ce type de programme-là? Au niveau du Gabon, on a un programme AgriFutur. AgriFutur qui met en avant, comment on appelle ça, la culture hydroponique. Voilà, donc ici c'est essentiellement les jeunes. Ça cible plus essentiellement les jeunes dans les innovations environnementales du bassin du Congo. Voilà, donc c'est ce programme-là que je connais, voilà, et dont je participe. Je ne sais pas s'il y a d'autres programmes dont je n'ai pas connaissance. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour de la question. On a beaucoup échangé aujourd'hui sur le sujet, sachant que le but était vraiment de décortiquer les choses et de faire en sorte que ce soit lisible et compréhensible pour chacun. En tout cas, nous avons appris pas mal de choses. Nous avons entendu beaucoup de choses et disons que à notre niveau, nous nous faisons une idée plus ou moins, on va dire, précise de ce qui est, de ce qui doit être fait et de ce qui sera fait. Il faut savoir qu'au sortir de ce webinaire, on aura un manifeste. Et dans ce manifeste-là, on aura recensé toutes les propositions qui ont été faites, tous les éléments qui ont été soulignés. Et ça permettra aux personnes qui ont participé, et même celles qui n'ont pas participé, de pouvoir vraiment avoir une lecture un peu plus, on va dire, efficace des choses. En tout cas, vous pourrez retrouver tous ces éléments-là sur toutes les plateformes de durabilis.co, en l'occurrence LinkedIn, Twitter, Facebook. On va voir également pour la diffusion de la vidéo pour ceux qui voudraient éventuellement. En tout cas, vous pouvez nous recontacter éventuellement pour pouvoir avoir toutes ces informations-là. On vous remercie tous. On remercie tous nos intervenants, vraiment. Toutes les personnes qui ont participé parce que vous avez pris le temps. On est là depuis, on va dire, un peu plus de 2 heures. Franchement, les débuts ont été un peu compliqués, mais nous y sommes arrivés.
avec beaucoup de patience, avec beaucoup de résilience, sachant que le sujet est très important. Donc, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à nos intervenants, encore une fois, M. Zanou, M. Bekale, Mme Aoku, Mme Kinibé, également M. Akrombessi. Et voilà, on vous dit merci pour vos apports. On vous dit encore, on espère vraiment que votre voix sera portée, entendue, et que les résultats seront plus concrets qu'autre chose. Plus d'action, moins de paroles. On va vous libérer, vous laisser retourner à votre quotidien, sachant que la journée n'a pas été facile. Mais en tout cas, on va se retrouver dans d'autres circonstances, peut-être pour parler du même sujet, ou en tout cas le développer autrement. Merci à vous, merci à tous. Et encore merci à Durabilis pour cette initiative qui nous a permis vraiment d'échanger sur ce sujet qui est très important, vu qu'il nous concerne tous. Nous sommes tous concernés par cela parce que premier, on va dire, pas premier acteur, mais en tout cas premier consommateur. Merci à tous d'être là, d'être restés. Je vais vous dire bonne nuit et à très bientôt. En tout cas, merci encore à nos intervenants, s'il vous plaît. Je vous invite à les remercier. Merci à tous. Merci beaucoup, madame, et à tout moment. Merci. C'était un plaisir. On espère que nous allons garder cette même dynamique dans les jours à venir. Take it